Salut, salut. J'arrive dans une école pour remplacer un enseignant qui part en formation. On se dit bonjour, les premiers élèves arrivent et il les accueille pendant que moi je me mets un peu en retrait. Les élèves entrent au compte-gouttes, saluent leur enseignant, puis leurs parents qui leur disent au revoir. Certains élèves me regardent d'un air curieux, d'autres me sourient, d'autres n'en ont strictement rien à carrer. Ce qu'ils veulent, c'est la dînette, les voitures, le coin bibliothèque, les copains ou encore rien du tout. Il y avait une enfant qui était juste sur un banc. Et apparemment, c'était son truc à elle le banc du matin, son rituel. Sur ce, un élève vient me voir et il commence à me décrire à moi-même, comme si je ne me connaissais pas et qu'il voulait me présenter à moi-même. T'es un maître, toi? Et ça, c'est un pull rose. C'était drôle, hein. Mais je trouvais ça un peu désagréable qu'il pose les mains sur moi comme ça, comme si je lui appartenais. Juste avant de partir, l'enseignant me fait une transmission, me parle de la classe, des élèves et du travail qu'il a prévu pour eux. Il me dit qu'il a prévu léger, pour me laisser du temps et la liberté de mettre en place une ou deux activités de mon choix en fin de matinée. Je me dis cool, parce que vis-à-vis de ce qu'il vient de se passer, je pourrais leur lire une petite histoire. Un album de Baptiste Beaulieu et de King Lane que vous connaissez peut-être, et qui s'appelle Je suis moi et personne d'autre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui, à force de vouloir se conformer aux désirs des autres, un peu comme moi lorsque j'accepte que l'on pose les mains sur mon corps sans mon consentement, dans un contexte où l'on ne me connaît pas, a l'impression de se perdre par moments, de manière physique et métaphysique, car des lettres de son prénom, affichées sur son porte-manteau, vont littéralement petit à petit disparaître. Mais peut-être va-t-il réussir à les retrouver, qui sait. Je vous laisse découvrir l'album dans lequel on apprend aussi l'importance de savoir dire non parfois. En leur lisant ce livre, je me dis que je vais leur expliquer et qu'ils vont comprendre qu'en leur donnant mon prénom, ils n'auront plus besoin de me toucher physiquement. Car ce prénom, justement, auquel je tiens, et que je leur confie comme un cadeau, au même titre d'ailleurs qu'ils me confieront le leur et dont je prendrai soin comme d'un cadeau, ce prénom, après lequel notre héros court pendant l'histoire, est ce par quoi ils pourront passer pour initier un contact avec moi à l'avenir. Pour reprendre la notion du sociologue Marcel Mauss, c'est un don contre don. Je te donne mon prénom et en échange, tu me rends mon intégrité physique. Alors on lit l'histoire, dans laquelle à un moment, notre héros se confie à sa mère. Sa mère qui comprend le récit de son enfant, car celui-ci fait écho à sa propre vie. Et là, un élève lève le doigt. Bon, mais j'avoue que je suis en pleine histoire, alors j'hésite à lui donner la parole. Très souvent d'ailleurs, je ne m'interromps pas, parce que je sais qu'une remarque pendant la lecture peut totalement faire dérailler la séance d'écoute. Mais là, je ne sais pas exactement pourquoi je lui donne la parole. Et il me dit, moi, ma mère, elle m'a acheté plein de jouets. Je lui rétorque, ok, c'est super. Mais dans ma tête, je suis là, quel rapport? Un autre élève lève le doigt. Et là, je suis pris dans un engrenage. J'ai laissé la parole à un premier. Je suis bien obligé de donner la parole à un second. Moi, ma mère, elle m'emmène en voyage. Ok? Oui. Moi, ma mère, elle m'emmène faire les courses. D'un coup, quelque chose me frappe. Comme s'il n'y avait que des mères dans la vie de ses élèves. Mais où est ton papa? Bien sûr qu'il existe des familles monoparentales ou homoparentales dans lesquelles les deux parents sont des femmes, mais quand même, serais-je tombé dans la classe maternelle du village caché des Amazones? Il n'y a que des mamans. Peut-être aussi que je suis en train de vivre l'une de ces situations de classe qui m'emmènent au cœur même de la société. Après tout, et par exemple, 80% des rendez-vous sur Doctolib seraient pris par les mamans. Ce qui est tout de même un petit indicateur quant à ce qu'on appelle désormais et depuis un moment la charge mentale dans le couple hétéronormé. Mais malgré tout, sur le moment, je me dis qu'il pourrait y avoir d'autres explications auxquelles je cherche à m'intéresser. J'essaie de trouver un autre raisonnement logique à cette situation parce qu'en même temps, je viens peut-être de les inciter à parler de leur mère puisque on en parle dans l'histoire. Et puis on sait ce que c'est. Une fois qu'un premier élève est lancé sur quelque chose, ici les mamans, les autres suivent, n'est-ce pas? Oui, ça doit être ça. Moi, Mado? Oui, moi, mon père, il m'a emmené au cinéma. Vous voyez? Ouf, un père. Peut-être que j'avais raison. Et que maintenant que le mot père a été prononcé, les autres vont enchaîner avec des exemples sur leur papa. Maître? Oui? Moi, ma maman? Eh ben, je sais que c'est elle, la petite souris, et même le Père Noël. Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en mots une conclusion? J'imagine qu'il est bien mieux de laisser chacune se faire sa propre idée de ce qu'il en est. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quoi qu'il en soit, ces moments de vie font partie du quotidien que je vis lorsque la classe me mène à la rencontre des enfants de la nation, et que je raconte d'ailleurs dans mon livre. Mohamedou le prof, 50 histoires vécues, que vous pouvez retrouver chez votre libraire, en grande surface ou sur internet. N'hésitez pas à vous le procurer et à m'en faire un retour. Allez, salut.